Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous sommes très heureux de retrouver Mahamat Saleh Haroun. Bonjour. Je dis retrouver parce que on s'était vu et nos auditeurs vous avaient entendu au Festival de Cannes lorsqu'avait été présenté votre film Lingui, les liens sacrés. On va en reparler, il est sorti en salle le 8 décembre, il est toujours visible, mais là c'est pour un roman que je vous reçois, Les Culs Reptiles aux éditions Gallimard. Je dois dire donc que vous êtes à la fois cinéaste et romancier. On vient de le comprendre. Vous avez été brièvement également ministre de la Culture et du Tourisme du Tchad. Vous êtes franco-tchadien. Mais tout d'abord, cette alternance entre roman, cinéma, comment choisissez-vous ces modes d'expression, Mahamat Saleh Haroun? Je ne sais pas si je les choisis ou s'ils s'imposent à moi. Il y a des histoires qui m'apparaissent comme éminemment littéraires, en fait. Elles choisissent un peu le support, la forme. Et à partir de ce moment-là, je suis à peu près cette direction choisie par le récit en question. Mais avec la littérature, enfin, c'est une longue histoire parce que moi, adolescent, j'ai commencé par écrire tout en aimant le cinéma, mais en fait, je ne voyais pas et je ne comprenais pas quand j'étais au Tchad comment rédiger un scénario, comment en fait réaliser un film. En revanche, je savais comment écrire, en fait, tout simplement, poser sur le papier mes sentiments. Et donc, j'ai commencé par des petits poèmes, ridicules, naïfs. Je pense que beaucoup d'adolescents ont fait ça. Et donc, c'est une sorte de retour. Je retrouve parfois, enfin, cet appel de la poésie qui me mène curieusement vers la prose, quoi. Voilà. Dans Les Culs Reptiles, une sorte de conte moral, une satire de la situation d'un pays qui pourrait ressembler au Tchad, qui ressemble d'ailleurs tellement au Tchad qu'il se déroule dans un lieu intitulé Torodona. J'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un Torodona au Tchad. C'est donc un indice suffisant pour considérer que ce roman se déroule là-bas. Il est inspiré de l'histoire d'Éric Moussambani, qui a connu une célébrité éphémère lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Mais c'est l'histoire non pas de ce Moussambani, mais de quelqu'un qui lui ressemble fort, d'un certain Bourma. Bourma est un flemmard, il n'est pas diplômé. Il vient donc d'une région oubliée du pouvoir central au Tchad et sa chance, si j'ose dire, vient d'une décision tout à fait inattendue du président que le pays arrache une médaille aux Jeux Olympiques en natation. Mais alors le problème, c'est que c'est lui qui a été choisi pour représenter son pays aux Jeux Olympiques, alors même qu'il n'a jamais nagé. On peut dire qu'il barbote ou alors qu'il flotte, mais en tout cas rien de plus. Et donc ce roman, Les Culs Reptiles, raconte l'histoire de cet infortuné qui a été choisi pour connaître la gloire, en tout cas une gloire temporaire, parce que tant qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre dans une piscine, on peut se former toutes sortes d'idées sur ses performances futures, mais il sait que le choc promet d'être à la fois inéluctable et puis assez douloureux. Pourquoi avoir décidé d'écrire cela sous la forme à la fois d'un roman picaresque et d'un conte moral, Mahamat Saleh Haroun? Un conte moral, une satire pour dire en fait les choses et pour dire un peu la politique, en fait, ce qui se passe au Tchad, mais pas seulement. On peut trouver aussi ces situations-là dans d'autres pays, mais je trouvais l'histoire extraordinaire en m'inspirant librement de ce fait réel. J'ai trouvé là en fait certains désirs de grandeur comme ça qui ne reposent sur rien, des gens qui parfois vivent hors sol. Il suffit que le CIO dise écoutez, maintenant on va faire place aux pauvres au nom d'une sorte de discrimination positive, et voilà qu'un pays se dit pourquoi ne pas se lancer dans la natation. Et cette fédération qui est créée, la fédération nationale de natation, en fait, lance tout simplement un communiqué à la radio à la recherche de nageurs. Et le seul garçon qui se présente, la seule personne qui se présente,
c'est Bourma Kabo, et qui ne sait pas nager, qui ne sait pas ce que sont les Jeux Olympiques, et voilà que commence cette aventure. Et je voulais un peu interroger aussi cette absurdité, ce fait qui rend les choses un peu cauchemardesques au quotidien comme ça. Et je voulais, oui, rendre compte et radiographier en quelque sorte la situation politique au Tchad à travers cette histoire qui s'est bien entendu déroulée ailleurs. Enfin, c'est une histoire aussi universelle parce qu'on y retrouve un peu le syndrome de l'imposteur, parce que cet homme connaît la gloire, l'argent, le succès. Encore une fois, tant qu'il n'a pas nagé, on peut imaginer qu'il s'agit d'un athlète, mais dans son fort intérieur, il sait fort bien que les choses vont mal se passer dès qu'il se retrouvera dans une piscine. Et par conséquent, Mahamat Saleh Haroun, c'est vraiment ce cauchemar que j'imagine l'on fait tous quand on se dit qu'on ne sera pas à la hauteur. Là, on est moins dans la situation précise de tel ou tel pays que finalement dans une forme de destinée humaine. oui, absolument. C'est ça qui rend la chose touchante, en fait, cette destinée humaine et cette capacité que l'être humain a à se mentir à soi-même parfois. Et j'aime bien cette phrase que Ben Okri, romancier nigérian, nous rappelle souvent que nous mentons à nous-mêmes en parlant des Africains, mais pas seulement, parce qu'on peut retrouver, en effet, on partage cela avec toute l'humanité. Et voilà quelqu'un qui rêve de se sortir de cette situation, de ce statut en fait de cureptile. Parce qu'il faut rappeler ce que c'est, les cureptiles, j'appelle cureptiles ces gens qui, au Tchad, souvent sont assis dans la rue comme ça, sur des nattes, et qui ne bougent pas, qui commentent l'actualité, qui regardent le monde qui passe, etc. Et qui veut échapper un peu à ce destin-là. Et pour cela, il est prêt à tout, donc à se mentir à lui-même jusqu'au jour où il découvre par la littérature une porte en fait qui lui permet un peu de s'échapper de cette espèce de prison. Et c'est quelqu'un d'assez touchant parce que finalement, lui se dit à un moment, il est plutôt lucide, il a des éclairs de lucidité particulièrement nets. Il se dit, mais bon, il faut que j'abandonne. Alors, il contacte les autorités pour dire, bah voilà, je n'irai pas aux Jeux Olympiques. Et on lui dit, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles, tu ne te rends pas compte. Et donc, il y va. Oui, voilà, il y va parce il trouve tous les moyens en fait de pression pour l'obliger à continuer. Et ils estiment qu'ils ont déjà inscrit la délégation, qu'ils ont tout payé, qu'ils ont tout préparé. Et on le menace, hein, on arrête sa copine, donc voilà, sa fiancée. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas d'autre solution que de partir. Cela dit, cette rébellion, cette remise en cause de ce destin tout tracé qui lui est fait, c'est à la suite d'une phrase que son père lui dit. À un moment, son père lui pose la question suivante, mais est-ce que la fin justifie les moyens? Et il lui sort une phrase de Camus, le propre de l'homme est de ne pas servir le mensonge. Et à partir de là, il est obsédé par cette phrase. Et à la fin, il se dit, mais non, je ne peux pas servir le mensonge. Et il décide de démissionner en se disant que non, il ne peut pas continuer comme ça. Alors ils font pression sur lui, des menaces. Finalement, il se retrouve obligé d'aller aux JO. Et voilà que la défaite, donc ce bonhomme qui est l'auteur d'un fiasco historique, devient en fait la vedette des médias. Et c'est cette célébrité un peu éphémère, comme vous l'aviez dit, que je raconte un peu dans cette histoire. Ouais. Avec une sorte, là aussi, de satire, à la fois du pouvoir politique, de la discrimination positive. Quand vous écrivez Mahamat Saleh Haroun dans Les Cureptiles, votre roman publié aux éditions Gallimard, généralement les Africains sont connus pour participer aux courses à pied, mais en natation, personne ne s'attend à voir un Africain. Nous créerons une énorme surprise en allant glaner une médaille au JO, prétendait le conseiller du président. Le chef de l'État a trouvé l'idée excellente. Dès lors, faire découvrir le pays à travers la natation est devenu le nouveau credo, d'autant que 2 mois auparavant, les footballeurs d'un pays voisin avaient gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on essaye de glaner, enfin de grappiller comme ça partout, histoire de se faire. C'est une question de survie pratiquement pour ce régime politique, et c'est comment exister aux yeux du monde
Et le regard des autres est important pour tendre la sébile, pour en fait être aidé, puisque c'est toujours ça le problème. Et donc c'est comment se faire connaître, comment faire en sorte que les médias internationaux se focalisent sur le pays. Et alors on est prêt à tout. On est prêt à tout et on se dit que tiens, faire de la course à pied, c'est déjà préempté par les Éthiopiens, les Kenyans et tout ça. Mais il est vrai qu'en natation, on ne voit pas beaucoup d'Africains. Et ils se sont dit, tiens, c'est original, on devrait plutôt aller vers la natation et glaner. Si on arrive à avoir une médaille, alors là, on attirera les touristes. Oui, parce qu'il faut dire, Mohamed Saleh Haroun, il y a eu un certain nombre d'études à ce sujet. Il y a eu, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais un préjugé dans la natation, un préjugé selon lequel les Noirs ne pouvaient pas nager aussi vite que les Blancs, à la différence du préjugé inverse dans le domaine de l'athlétisme et de la course. Oui. Et donc, ce préjugé fait qu'il y a eu peu de recrutement de Noirs et donc peu de performances dans le domaine de la natation. Bien sûr, parce que ce qui est extraordinaire et ce qui est triste, tragique même, c'est que les représentations et les clichés finissent en fait par construire, par polluer pratiquement la réalité. C'est-à-dire qu'on finit par croire à des choses qui sont fausses, mais qui ont été écrites par d'autres. Et d'ailleurs, on s'en moque un peu de tout ça. Il y a un personnage qui s'appelle Mama Benz dans le roman, et qui dit que voilà, elle reprend toutes ces théories raciales en fait, selon lesquelles elle a de grosses fesses, donc c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à nager, etc. Et qu'on n'a aucune chance. Mais que Bourma-Cabot, lui, est fin, il a des fesses plates, il va sans doute réussir. Donc en fait, on en fait une sorte de champion avant l'heure, en lui disant qu'il a tous les atouts possibles pour devenir un champion de natation. Mais c'est vrai que ces idées sur la natation, en effet, ont sans doute construit et influencé le comportement des gens. Oui. Et d'ailleurs, en lisant, tandis que je lisais votre roman, donc L'écu reptile, eh bien, il y a eu cette semaine un article dans Le Monde qui expliquait comment le Rwanda avait décidé, sur le plan international, dans le cadre donc de son soft power, comme certains diraient, de se lancer dans le cyclisme en constituant une équipe de cyclisme professionnel et en considérant qu'il y avait là une matière à promouvoir l'image du pays. Vous parlez d'ailleurs du Rwanda rapidement dans un autre registre dans votre livre, Mohamed Saleh Haroun. Oui, je parle du Rwanda tout simplement de ce mot qui a été, je crois, inventé là-bas, ethnicisme, où la moindre voix dissonante un peu par rapport au discours officiel est appelée ethniciste. Et donc le pouvoir, le régime dans ce roman reprend à peu près la même phraséologie pour dire en fait de ce quartier Torodona habité par des gens un peu marginalisés qui n'appartiennent pas à la bonne ethnie, etc. On a fini par croire qu'ils sont terroristes et qu'ils sont ethnicistes parce que c'est un quartier habité par des gens de la même ethnie. Et à ce titre, à un moment, on les a confinés. Il y a eu un couvre-feu pour les empêcher de sortir de leur réduit parce que tout simplement, ils réclamaient un peu plus de justice, un peu plus de liberté et surtout un peu d'électricité parce qu'ils vivent pratiquement dans le noir tous les jours et sans eau. Donc voilà, c'est à ce moment-là que le régime, en fait, c'est ça le propre des régimes autoritaires, c'est que les mots se transmettent d'un pays à un autre et ce mot-là a été repris par le régime dans L'écu reptile. Et c'est pourquoi c'est un roman à l'humour grinçant, parce qu'il débute sur une révolte collective qui ne fonctionne pas et finalement le seul échappatoire, pourrait-on dire, c'est une sorte de fiction, la fiction qui est proposée à Bourma, tu vas devenir nageur. Oui, absolument, c'est pour fuir en fait ce que j'appelle ce cauchemar permanent, c'est la fabrique de la fiction en fait. Croire en quelque chose qui serait hors sol et qui pourrait nous permettre d'aller vers un autre monde possible en réalité, parce que la réalité est tellement désastreuse, enfin pourrie, que toute construction fictionnelle devient une promesse en fait, la promesse de quelque chose. Et c'est en cela que
que oui, les culs-reptiles sont des gens qui attendent en réalité que quelque chose advienne. Ils savent qu'ils ont affaire à un pouvoir militaire, donc pouvoir autoritaire, et que la seule solution, c'est soit ce rêve-là possible, ou l'idée qu'un jour, ils seraient assez nombreux pour se révolter contre ce système inique. Et oui, parce qu'il y a quand même une phrase, alors là aussi, c'est l'influence de Camus, puisqu'elle vient de l'homme révolté. L'esclave, à l'instant où il rejette l'ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps l'état d'esclave lui-même. Oui. Voilà, c'est cette conscience, la phrase camusienne le projette vraiment dans une conscience comme ça et ça le libère. Ça le libère totalement, il donne sa démission et il part de là léger comme une plume. Il se sent vraiment débridé, il retrouve ses réflexes, ses mouvements, il est content et malheureusement on le rattrape parce que c'est un système dictatorial dans le roman et qui finit par le happer en le tenant par cette fiancée Zirega qu'ils connaissent bien et il l'arrête et puis il le force finalement à revenir sur sa décision. Mais c'est quand même une manière pour ce cul-reptile, autrement dit pour cet individu qui avait un mode d'existence extrêmement passif, de devenir soudainement actif et de redevenir maître de son destin. Absolument. Ce passage-là, cette épreuve en quelque sorte, ce passage lui permet en effet de se redécouvrir et de se transformer, parce qu'il devient quand même la coqueluche de ces JO à Sydney, d'autant plus que les vêtements qu'il a utilisés, enfin le maillot de bain qu'il a utilisé, enfin tout ce matériel-là, on le lui demande pour les conserver au musée de Lausanne, et quand il revient, il est complètement transformé, il s'attend à être accueilli en héros, c'est pas le cas, mais il trouve quand même une voie pour être en accord avec lui-même et être dans une sorte d'acceptation de cette situation-là. Je me suis demandé si, en un sens, la destinée de Bourma, autrement dit, ce non-nageur qui est jeté dans le grand bain, ça n'était pas la destinée de tout créateur, par exemple de vous, Mahamat Saleh Haroun, puisque vous êtes à la fois cinéaste et romancier. On va en parler dans une vingtaine de minutes. On se retrouve pour évoquer notamment votre roman Les Culs-reptiles, publié aux éditions Gallimard. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil. Le billet politique, Frédéric Seyss, la gauche morcelée. C'est un phénomène physique qui ne laisse pas de surprendre. À gauche, le nombre de candidats semble devoir se multiplier à mesure que le total des intentions de vote, lui, diminue. Résultat, ce qu'on pourrait appeler un éclatement, une balkanisation, avec toujours plus de prétendants et toujours moins d'électeurs. Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande, va présenter sa propre candidature ce samedi à Lyon, selon BFM TV, 20 ans après sa première tentative en 2002, où elle avait récolté 2,3% et des accusations d'avoir empêché Lionel Jospin de se hisser au deuxième tour. À l'époque, Christiane Taubira s'était lancée avec le soutien du Parti radical de gauche. Aujourd'hui, le PRG la soutient toujours, mais la candidate souhaite s'élancer grâce à la primaire populaire, une plateforme avec un socle commun pour départager plusieurs candidats de la société civile et du monde politique. Les adhérents voteront à la fin du mois de janvier. En tout cas, au sein des états-majors politiques, cette primaire populaire est plutôt impopulaire quand le député Alexis Corbière, proche de Jean-Luc Mélenchon, est interrogé sur ce mécanisme. Écoutez sa réponse, soupir inclus. Ça n'a aucune réalité, je ne sais pas sur quel programme tout ça se passerait. Ce qui est désagréable, c'est ces gens qui prennent des postures. Vous êtes tous nuls, nous disent-ils, eux ne fichent rien, ne savent qu'écrire des tribunes dans des journaux, je pense à Libération ou ailleurs, ne fichent rien, sont désolés du spectacle de la gauche, ne viennent aider personne. Bon, si vous avez des grandes idées, que vous êtes si intelligents, venez nous aider. Il n'y a rien de mieux que faire une réunion, faire du porte-à-porte, aller diffuser un tract, ce que ces gens n'ont jamais fait ou n'ont plus fait depuis longtemps. Et la liste définitive des candidats de cette primaire populaire sera connue dans 2 jours, avant un vote, donc à la fin du mois. 160 000 électeurs
seraient inscrits, revendique la plateforme. Pour l'instant, les prétendants sont Charlotte Marchandise, experte en santé, l'activiste Anna Agueb-Portery, l'eurodéputé fondateur du parti Nouvelle Donne Pierre Larouturou, Christiane Taubira donc, mais aussi sont présentés au suffrage des personnalités qui n'ont pas donné leur accord, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Ce dernier se dit choqué par le procédé. Je trouve ça très choquant, y compris pour une génération jeune, où la question du consentement me semble être au cœur de l'autonomie. Non, attendez, le consentement, c'est quelque chose de très large. Yannick Jadot sur France Inter qui compare aussi la situation de la gauche à celle de l'ordre du temple solaire, c'est-à-dire, si l'on traduit, une dérive sectaire de repli vers le suicide, rien de moins. Il est vrai qu'un coup d'œil aux intentions de vote révèle que le total gauche est désormais descendu sous les 25%. Bien sûr, il reste 3 mois de campagne et les rapports de force peuvent encore évoluer, mais l'impression dominante est que chacun espère faire le score le moins ridicule possible pour prendre la tête de la reconstruction après 2022. À gauche, cette campagne renvoie à ce qu'on appelle dans le domaine de la sculpture le non finito, l'œuvre non achevée. Le tout dans un climat d'invective et de procès en pureté à gauche qui finalement laisse assez tranquilles les conservateurs et l'extrême droite. Et tiens, puisqu'on parle de la primaire populaire, figurez-vous que l'un de ses fondateurs, Samuel Grybowski, était auparavant à la tête d'une association dénommée Coexister. Son objectif visait à faire dialoguer les religions, les croyants de toutes obédiences pour démentir la fatalité d'un choc de civilisation. Une mission qui, a posteriori, paraît presque simple à côté du défi d'aujourd'hui, pousser la gauche à l'unité. Merci beaucoup Frédéric Saiz. Je vais faire réagir d'ailleurs notre invité Mahamat Saleh Haroun à ce que vous venez de dire, 8h24 sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, parce que nous sommes en compagnie du réalisateur et romancier franco-tchadien Mahamat Saleh Haroun. Vous publiez aux éditions Gallimard Les Culs Reptiles, un roman où il est question notamment d'ailleurs du rapport au pouvoir politique, de la manière dont une tyrannie, alors c'est une farce, une satire, mais peut choisir un homme qui n'y peut mais pour que celui-ci représente son pays aux Jeux Olympiques dans un grand bain, puisqu'il s'agit de nager, il s'agit donc de représenter son pays dans l'équipe de natation, mais malheureusement cet homme n'a jamais véritablement nagé. Et puis il faut dire aussi que vous avez été brièvement ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat du Tchad. Qu'avez-vous retiré de ce passage sur votre vision de la politique ? En fait, ce que j'ai retiré, malheureusement, en fait, c'est en tant qu'artiste, où je pose des actes un peu désintéressés en politique. Enfin, dans la pratique, les gens qui y sont ont toujours un temps d'avance. Et s'ils vous serrent la main, c'est qu'il y a un intérêt, en fait, qu'on pose des actes parce qu'en permanence, il y a un intérêt. Et ça, c'est épuisant. Alors que moi, naïf, en fait, je voulais juste faire le bien. Je pensais que c'était ça la politique, faire le bien pour le peuple, sans le désir, sans une stratégie en fait pour être élu, enfin se retrouver à des postes plus importants que là où vous êtes. Donc voilà, ça a été une grande déception. Mais bon, ça c'est l'exemple du Tchad. Je pense qu'il y a des lieux où la politique est vécue de manière beaucoup plus responsable et peut-être plus désintéressée aussi. Mais au Tchad, l'expérience a été celle-là. Et donc, lorsque l'on reprend cette expérience, votre expérience, Mahamat Saleh Haroun, est-ce que le regard que vous posez sur la politique française cette fois-ci, eh bien, est-ce que ce regard est modifié ? Non, il n'est pas modifié. Je pense qu'il y a toujours ces intérêts-là. Si on se réfère à cette chronique qu'on vient d'entendre, on comprend que les égos, en fait, et les ambitions personnelles des uns et des autres font qu'il y a cette balkanisation dont parlait votre journaliste. Et il est impossible
en fait, de se rassembler pour une cause commune, pour le bien de ce peuple de gauche. Et c'est ça, donc, quelque part, je retrouve ce que j'appelle, en fait, ces intérêts personnels, en fait. On veut écrire sa propre histoire et chacun pense qu'il est le mieux placé que l'autre. Et ça, c'est au détriment de l'intérêt commun, je pense. Et c'est impossible à arrêter, cette dynamique du fiasco, cette dynamique de l'échec. Elle est portée par tout le monde, mais jusqu'à la fin tragique, hein, parce qu'aujourd'hui, si rien ne bouge, on sait vers quoi on va pour la gauche. Et est-ce que pensez-vous justement que lorsque l'on évoque la politique, votre destin a été très largement affecté par la politique, puisqu'il faut rappeler donc qu'à l'âge de 18 ans, Mahamat Saleh Haroun, vous avez été victime d'une balle perdue, tandis qu'il y avait au Tchad une guerre civile, et c'est évidemment un événement qu'on imagine fondamental dans votre existence, un événement qui a probablement façonné aussi votre désir de devenir artiste? Oui, parce que cette tragédie, enfin la politique, elle s'occupe de vous, en fait. Au Tchad, en tout cas, elle s'occupe de vous parce qu'au quotidien, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de liberté totale. Donc, elle s'occupe presque de ce que vous mangez au quotidien. Donc, votre vie en dépend, votre destin est écrit par le pouvoir politique. Et c'est triste, on en arrive jusqu'à être blessé parce que tout simplement, à un moment donné, la lutte pour le pouvoir est telle que ça dégénère en guerre civile. Et ça forge un destin, en effet. Il a fallu se réfugier, un peu comme Bourma, donc, dans une sorte de fiction et se construire un ailleurs possible et se dire que cet ailleurs-là, c'est de l'autre côté et qu'il faut aller le chercher pour un peu ne pas être la victime de cette politique un peu désastreuse. Mais alors, justement, comment vous y êtes-vous pris? Comment êtes-vous devenu un artiste, un cinéaste, puis un romancier? Je crois que d'ailleurs, il y a un film qui a beaucoup compté pour vous, c'est Rome, ville ouverte de Rossellini. Oui, Rome, ville ouverte m'a marqué parce que quand je l'ai vu, en réalité, soudain, c'est le premier film où j'ai découvert vraiment qu'il y avait quelqu'un. Qui filmait toutes ces personnes, toutes ces actrices, ces acteurs. Et avant, je pensais juste... Je me rendais pas compte de la présence de la caméra. C'était des images comme ça que je regardais. Et là, je m'étais dit, on a placé la caméra de tel côté, la personne a voulu faire ceci, cela. Et j'avais l'impression, en sortant de ce film, qu'il racontait l'histoire de gens qu'il connaissait très bien. Un peu comme moi, je connaissais les habitants de mon quartier, tous mes voisins, etc. Et je m'étais dit, en fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse comme film, c'est raconter tout simplement la vie des gens que je connais, c'est-à-dire les habitants de mon quartier. Ça a été une révélation pour moi, oui. On va écouter d'ailleurs Hissène Habré. Nous avons retrouvé un discours qu'il avait prononcé alors qu'il était président du Tchad au congrès de l'UNIR, autrement dit l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution, c'était en 1987. Le Tchad, du fait des événements qu'il a connus, le Tchad a vu ses fils se disperser, le Tchad a vu ses fils se diviser, le Tchad a vu ses fils s'entretuer, et cela naturellement au grand malheur de la nation tchadienne. Il fallait nous battre, il fallait que les militants et militantes de l'UNIR se battent pour refaire l'unité nationale. La voix d'Hissène Habré, votre réaction, Mahamat Saleh Haroun? Hissène Habré, c'était, comme vous l'avez entendu, un grand tribun, quelqu'un qui avait beaucoup de charisme et qui a été un rebelle, qui a pris les armes contre le pouvoir central. À l'époque, c'était les militaires, le général Maloum, et
qui est arrivé en fait à se réconcilier avec ce pouvoir militaire-là, qui a donc importé avec lui ses soldats, des rebelles et tout, et qui a déclenché une guerre contre ce pouvoir à un moment donné. Et c'était le 12 février 79, c'est ce jour-là que en fait ma vie d'adolescent tchadien s'est arrêtée. C'était un lundi. Et à 5 heures du matin, on a été réveillés par des coups de feu, des pétarades, des explosions et tout. Et à partir de ce jour-là, il n'y avait plus d'école, plus rien pour nous. Et moi, je m'étais dit, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Ma vie, c'est d'apprendre, de lire, d'aller à l'école. Et à partir de ce moment-là, en fait, mon désir de partir, de me construire, en fait, de faire quelque chose de ma vie, est né de là, en fait. Donc Habré a été quelque part le briseur de nos rêves à un moment donné. C'était le 12 février 1979. Et je ne suis pas le seul, on est nombreux dans ce cas-là. Donc voilà, un homme qui a pris le pouvoir à partir de 1982 avec l'aide de l'armée française. Il faut signaler que ce territoire du Tchad, il a toujours été gouverné par les militaires pendant la période, enfin très souvent par des gouverneurs militaires, et que depuis l'indépendance de ce pays, il y a une base militaire française en fait qui et de mèche souvent avec tous les pouvoirs qui arrivent. Et Hissène Habré, je pense, a été porté au pouvoir par la DGSE, enfin tout ça. Et par la suite, lui-même a dû partir parce qu'on l'a lâché aussi après la conférence de La Baule, et où il n'était pas prêt en fait à lâcher du lest, à mettre un peu de démocratie dans sa gestion. Et on connaît la suite, voilà. Ouais. Et justement, lorsque l'on prend l'histoire de Bourma, autrement dit le personnage central des Q-Reptiles, votre roman, Mahamat Saleh Haroun, dans cette situation, dans la situation où vous étiez, c'est-à-dire un jeune garçon au Tchad, blessé, avec une blessure grave, la volonté de devenir cinéaste, c'est un peu une parabole que votre vie, de toute vie d'ailleurs, ai-je envie de dire, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement se retrouve un jour à devoir sauter dans le grand bain alors qu'il ne sait pas nager et qu'il a envie de nager. Alors ça, c'est peut-être la différence avec Bourma, parce que votre héros n'a pas véritablement envie de devenir nageur olympique. Vous y aviez véritablement envie de devenir cinéaste dans un pays où le cinéma se porte mal. Je crois qu'il y a aujourd'hui un seul cinéma au Tchad. Oui, il y a un seul cinéma qui s'appelle le Normandie et qui fonctionne vraiment très difficilement depuis 1 an ou 2. Il a marché depuis sa réouverture en 2011 jusqu'à l'année dernière. Et puis depuis 2 ans, c'est un peu compliqué, quoi. Donc on peut dire qu'on n'a pratiquement pas de salle de cinéma. Ce dont je suis assez content, c'est que j'ai filmé cette salle de cinéma dans mon premier long métrage, Bye Bye Africa, le cinéma Le Normandie, qui était vraiment détruit dans un très très mauvais état. Et quelques années après, quand j'ai reçu le prix du jury à Cannes, cette même salle a été réhabilitée et montré en fait Bye Bye Africa et montrer l'état de cette salle-là il y a quelques années, et la revoir en 2011 totalement réhabilité avec un projecteur 35, un projecteur en DCP, tout ça, c'était un très beau cadeau, quoi. Mais malheureusement, en fait, le durable est quelque chose qui ne se conjugue pas souvent avec tchadien. Donc voilà, quoi, on est un peu à la fin de cette aventure, me semble-t-il. Votre film Lingui, les liens sacrés, qui a été présenté à Cannes et qui est sorti le 8 décembre dernier, est toujours dans les salles. C'est un film où vous témoignez de la condition des femmes au Tchad. On y voit une relation dure, un affrontement entre une mère et sa fille, avec un sujet particulièrement brûlant au Tchad, l'avortement. On va écouter un extrait de la bande-annonce du film. C'est à combien? 3 000 francs, madame. C'est mon dernier prix, madame. Est-ce
qui ne va pas? Doucement, je suis fatiguée, je veux dormir, maman. Regarde, c'est qui partout? On dit qu'il est enceinte. Je l'ai renvoyé. C'est pas bon pour notre image. Dis-moi qui est le père, Mamita. J'irai le voir et il va prendre ses responsabilités. Je veux avorter. C'est pour que je peux pas faire ça. Je veux pas devenir comme toi, maman. Tout le monde te prend pour une mauvaise femme. Vous savez ce que je risque? 5 ans de prison et une radiation à vie. Mais arrête de le supplier, maman. C'est un mec, il s'en fout, là. Tu veux violer? Tu l'as dit à ta mère? C'est tout ce que j'ai. Je peux pas prendre ça si on a vraiment besoin. On va quitter ces quartiers. Je n'ai que toi. Je ne veux pas te perdre, ma fille. Un extrait de la bande-annonce de votre film, Mahamat Saleh Haroun, Lingui, Les liens sacrés. Pourquoi avoir choisi de filmer la condition féminine au Tchad? Parce que c'est elles qui portent tout, en fait. Les femmes sont celles qui portent dans l'ombre, en réalité, l'éducation des enfants, tout, la cuisine, les courses, le travail. C'est pas seulement au Tchad, on peut trouver ça ailleurs aussi, mais au Tchad particulièrement et en Afrique. Et j'ai découvert, grâce à un fait divers, en fait, comment des jeunes femmes tombent enceintes et de peur d'être indexées, d'être stigmatisées et tout. Elles étouffent les nouveau-nés ou elles les jettent dans des latrines. Et c'est très récurrent dans les journaux. C'est comme ça que j'ai découvert ce désastre et je m'étais dit qu'il était temps de raconter un peu ces héroïnes du quotidien qui, malgré l'injustice qui leur est faite, malgré cette domination qui dure, se battent pour essayer de donner du sens à leur vie, pour essayer de trouver un peu de bonheur quand même malgré tous ces problèmes-là. Donc j'ai fait une petite enquête auprès de quelques femmes et je me suis mis à écrire cette histoire qui malheureusement en fait parle beaucoup aux Tchadiens. Quand on a projeté le film en novembre, les jeunes se sentaient très très concernés, les gens se sont réappropriés le film. Jamais aucun de mes films n'a eu autant en fait d'impact et de succès parce que les gens se reconnaissaient là-dedans. C'est une histoire terrible, c'est des choses qui arrivent au quotidien. Et on refuse en fait de répondre à ces questions-là, d'où ce qu'on appelle l'irresponsabilité, c'est-à-dire le refus de répondre aux problèmes qui se posent à soi. Ce qui veut dire que finalement, à la fois dans vos romans et dans votre cinéma, Mahamat Saleh Haroun, vous avez pris un regard extrêmement politique sur ce qui se déroule dans votre pays. Oui, parce que tout est politique en réalité. Et on en revient à la définition même première du mot politique, police. Tout est politique parce que notre destin de communauté est pris en charge par cette politique, ce pouvoir politique qui souvent en fait n'est pas légitime pour ce qui concerne le Tchad parce que tous sont arrivés au pouvoir par des coups de force et que ils ne sont pas prêts à le lâcher. Donc on est toujours victime et otage en fait de la force, de la puissance, de la violence. Et malheureusement, comme cela se répète et que cela dure dans le temps, j'ai peur que petit à petit, le peuple, la population comprenne que le seul langage que le pouvoir entend est celui de la violence. Parce que quand vous parlez un langage donné à quelqu'un qui ne vous comprend pas, il finit par apprendre ce langage-là pour communiquer avec vous. Alors, la situation politique au Tchad est particulière. Idriss Déby est mort en avril 2021 dans des conditions encore assez obscures. C'est son fils qui dirige depuis un gouvernement de transition. Qu'est-ce que l'on peut imaginer dans cette situation pour le Tchad, Mahamat Saleh Haroun? On imagine, je vois un peu flou, je vous avoue. Là, il y a un dialogue.
appelé inclusif qui va avoir lieu le 15 février où on rassemble les politico-militaires, etc. pour essayer d'aboutir à une réconciliation. Mais malheureusement, sur tout ce que je lis, que je vois, on oublie d'interroger vraiment le problème central du Tchad. La question centrale, c'est celle des militaires, en fait. Toute cette violence et toute cette instabilité est liée aux militaires. Et donc, tant que les militaires préemptent un peu le pouvoir politique, il est difficile d'espérer une paix totale. Alors que la société civile est très vivante au Tchad. Absolument, elle est très vivante, elle est très active, mais elle n'a que ses 10 doigts face à un pouvoir armé jusqu'aux dents. Et est-ce que l'on ne peut pas imaginer que ces syndicats, ces associations qui sont encore... Parce que les Q-Reptiles que vous mettez en scène, Mahamat Saleh Haroun, ils parlent, ils ont des opinions politiques, ils discutent, tout ceci pèse. Oui, absolument, ça pèse et les choses changent parce qu'il y a à peine une semaine, pour la première fois depuis l'indépendance du Tchad, on a accepté que des opposants politiques soient invités à la télévision nationale. Pour la première fois, on a invité un jeune homme politique qui monte en ce moment, Masra, Succès Masra, il s'appelle, et il a été invité à la télévision nationale. On ouvre un peu des fenêtres, j'espère que ce nouveau vent va aller très loin et qu'on pourra enfin accéder à une forme de liberté sur l'espace public. Ici en France, comme vous l'avez entendu pendant les informations, Mahamat Saleh Haroun, il est essentiellement question du Covid. Qu'est-ce que le Covid au Tchad? Comment est-il perçu? Il est perçu un peu comme parfois ici les sceptiques, les gens qui pensent que tout ça n'est qu'une fiction, tout ça. Mais heureusement, au Tchad, où mon frère est médecin, les cas de Covid sont peu nombreux. Donc ça évite pas mal de choses. C'est sans doute lié au fait que tout le monde vit à l'air libre. On n'est pas confiné comme ici. En réalité, même sans confinement, on vit dans des appartements ou des maisons où on ne vit pas vraiment, sauf quand il fait beau en été. Donc voilà, et puis les générations sont mélangées, c'est-à-dire que les vieux ne sont pas dans les EHPAD là-bas et qui vivent avec leurs petits-enfants. Tout ça fait que il y a quelque chose, et puis il y a la température aussi, il fait très chaud au Tchad, c'est à peu près 35 degrés en permanence sur 12 mois, donc voilà. Les Q-Reptiles, c'est le roman que vous publiez aux éditions Gallimard, et puis on peut aller voir votre film Lingui, les liens sacrés. Donc on a le choix entre une peinture de la condition féminine au Tchad et l'histoire d'un homme qui a dû nager alors qu'il n'était probablement pas ni programmé ni volontaire pour le faire, et comment à un moment il a dû se lancer dans le grand bain, et pas n'importe où, aux Jeux Olympiques. Mahamat Saleh Haroun,